Je vous propose de découvrir ce soir, ce jour, ce aujourd'hui, 6 textes extraits des nouvelles et poèmes d'outre-monde, écrits et enregistrés en 1980. Délire de jeunesse, prémisse de vieillesse. Ceux-ci n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion radiophonique. Il s'agit des titres suivants, en ouverture, Contrastes et paradoxes, que m'a dédié Monsieur Tortel en 1973, L'immeuble d'en face, La mort du poète, Le représentant, Floralie et la horde. Tant d'années passées. Désormais, en 2021, je vous propose de découvrir quelques instants d'insolite, de fantastique et d'une forme d'humour qui ne fait rire que moi. Peut-être. Merci. 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 Contrastes et paradoxes. Un homme s'en va seul sur le chemin du monde. Un oiseau migrateur, un navire sur l'eau. Un vampire géant poursuit sa folle ronde. Dans le ciel obscurci des milliers de halos. Un homme s'en va seul regardant l'infini. De ses yeux grands ouverts pour en fixer l'image. Qui recule pourtant à chaque pas fini. Signe insaisissable, pourquoi n'est-il pas mage? Un oiseau migrateur dans l'espace s'envole, observe de son ciel la terre qui s'enfuit, et plus il monte haut, plus il la voit frivole, cette boule écrasée qui est son point d'appui. Un navire sur l'eau quitte son port d'attache, pour aller dans les mers voguer à son travail. Bientôt à l'horizon il devient une tache, puis soudain disparaît très loin de son bercail. Un vampire géant lentement pour survivre fait des 8 dans la nuit, se jette sur sa proie, qui seule se défend mais au monstre se livre. N'a vécu, dirait-on, pour la mort qu'elle octroie. Dans le ciel obscurci tout empli d'auréoles, surgit soudain Phébé dans son immensité, lance des rayons d'or formant des alvéoles, au travers des grands bois stoppant sa densité. Un homme s'en va seul sur le chemin du monde. Un oiseau migrateur, un navire sur l'eau. Un vampire géant poursuit sa folle ronde. Dans le ciel obscurci, des milliers de halos. L'immeuble d'en face. Sur le balcon de l'immeuble d'en face, il y a une femme aux cheveux longs.
Les cheveux longs de la femme sur le balcon de l'immeuble d'en face descendent à l'étage inférieur. La femme sur le balcon de l'immeuble d'en face brosse ses cheveux longs qui descendent à l'étage inférieur. Sur le balcon de l'immeuble d'en face, la femme qui brosse ses cheveux longs qui descendent à l'étage inférieur secoue sa crinière. À l'étage inférieur du balcon de l'immeuble d'en face où une femme brosse ses cheveux et secoue sa crinière qui descend à l'étage inférieur, il y a une autre femme dont les cheveux sont 2 fois plus longs et descendent jusqu'au bas de l'immeuble de 4 étages. Au bas de l'immeuble de 4 étages où 2 femmes à des balcons superposés brossent cheveux et secouent crinière, passe un petit garçon en vélo. Les cheveux de la femme au balcon inférieur de celui du dessus où une femme brosse et secoue sa crinière au balcon de l'immeuble d'en face s'enchevêtrent dans les rayons du vélo. Le petit garçon tombe. La perruque de la femme du balcon inférieur de celui du dessus où la femme continue de brosser ses cheveux et secouer sa crinière au balcon de l'immeuble d'en face tombe aussi. Le petit garçon noyé dans la chevelure pleure. La femme sans perruque pleure aussi. J'en tire ainsi la conclusion suivante. Si l'on ne désire pas assister aux pleurs d'une femme et d'un enfant, il ne faut pas habiter l'immeuble en face de l'immeuble d'en face où 2 femmes à des balcons superposés brossent leurs cheveux longs, secouent leurs crinières et perdent leurs perruques. Ainsi soit-il.
La mort du poète. Le poète est mort. Priez sur sa tombe. Jamais il n'aura pu réconcilier le monde. Il ne croyait qu'en ses rêves du passé. Le poète pense encore car sa tombe est blessée. Le marbre noir est fendu au niveau de son cœur. Si vous passez par là, priez pour son bonheur. Dans le triste cimetière, les arbres ont pleuré. Plus personne ne viendra décrire leurs pensées. Et même les oiseaux ont cessé de chanter quand le corps du poète ils ont enterré. Il a plu pendant 10 jours sur la tombe désolée, car les nuages dans le ciel ne purent être consolés. Toutes les forêts du monde ont pensé à sa mort. Toutes les fleurs à la ronde ont fané leur beau corps. Les pages de ses livres se sont effacées et restées dans son âme pour l'éternité. Le poète est mort. Priez sur sa tombe. Priez sur son corps, réaliste, désillusionniste. Priez sur son corps dans la terre fermée. Le poète créa le monde, c'était un magicien. Ses pensées se réalisèrent aux époques passées. Société de misère les lui ont retirées. Vous ignorez peut-être que dans 10 jours passés, il ne restera rien de ses bonnes volontés. Paraîtront seulement vos tours de métal, vos armes, vos tanks, vos autos de ferraille. Priez plus fort, ou la nature disparaîtra, tous les champs, tous les arbres ainsi que les nuages. Exprimez vos douleurs par pensées intégrales. N'invoquez surtout pas Dieu, c'est le poète qui l'a créé. Unissez vos âmes en unique vérité, alors seulement vous serez récompensés. Le rêve est décédé, priez sur sa tombe. Le poète est mort, mais priez encore. Le soir. Floralie. Un soir, les fleurs ont séché dans leur peau de fleurs. Les plantes sont tombées sous la serre ardente. La décomposition envahissait les pleurs de toutes ces fleurs, de toutes ces plantes. Le lendemain matin, à l'ouverture du bloc, les visiteurs surpris repartirent aussitôt. Les gardiens de la serre arrivèrent sous le choc, en voyant le désastre, ne disant aucun mot. Le thermostat de la serre au degré 40e avait trop surchauffé. Ignoble dilemme, les Floralies étaient ratées. Les 22 948 357,2 cavaliers avançaient dans la plaine. Leur but était de dévaster le monde. Armés jusqu'aux dents, ils parcouraient les villes en ne laissant qu'un chat dans chacune des cités. Le nombre de cavaliers que je vous ai mentionné précédemment est un nombre décimal, comme vous avez pu le remarquer. Pourquoi ? Tout simplement parce que 22 948 356 chevaux transportaient 22 948 356 cavaliers, et que le cheval manquant était monté par le bras et la jambe d'un cavalier estropié. Ce bras et cette jambe avaient pour nom Jean l'amputé. Sur les étriers, on pouvait voir le bras d'un côté du cheval et la jambe de l'autre côté. Au-dessus, il n'y avait rien que la selle du cheval. Les 22 948 357,2 cavaliers avançaient donc dans la plaine. Mais pour conquérir le monde, il leur manquait 0,8 cavaliers, c'est-à-dire les restes de cavaliers amputés. Le chef de la horde, Bertrand de Guingois, était vraiment gêné par cette situation, car le dieu de la bande, Ristoclar, avait bien précisé que pour conquérir le monde, il fallait 22 948 358 cavaliers, pas un de plus, pas un de moins. Bertrand de Guingois connaissait les pouvoirs surnaturels des chats. C'est pourquoi il ramassa dans 22 948 358 villes, 22 948 358 chats. Les cavaliers montèrent une clôture autour de ces petits félins. Un soir, Bertrand de Guingois et Jean l'amputé s'approchèrent des clôtures et prièrent le dieu Ristoclar de redonner aux 0,2 cavaliers
les pièces manquantes. Mais le Dieu Tout-Puissant ne pouvait faire ce miracle avant 3 jours. Les 3 jours passés, les 22 948 357,2 cavaliers s'approchèrent des clôtures. Mais les chats avaient très faim. Cela faisait déjà 4 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Les 22 948 358 chats dévorèrent les 22 948 357,2 cavaliers. Au comble de la malchance, un chat y laissa une patte avant, une patte arrière et un œil. Les 22 948 357,3 chats avançaient dans la plaine. Leur but était de conquérir le monde. Armés jusqu'aux pattes, ils parcouraient les villes en ne laissant qu'une souris vivante dans chacune des cités.
Représentant. Je passais tout mon temps à vendre des gravures. Devant chaque maison, je sonnais et cognais. Accueil chaleureux ou coup de pied magistral, il fallait bien pourtant que je vive comme tout le monde. C'est au mois de janvier que devant la maison, je sonnais par 3 fois. La sonnette ne faisait pas le dring de ses sœurs voisines, et je m'en inquiétais. Pour la première fois de ma vie, j'entendais une sonnette étrangère. On vint m'ouvrir la porte, et j'entrai hardiment. On m'assit sur une chaise, un verre de vin dans les mains. Étonné d'un accueil aussi chaleureux, j'observais le décor qui entourait ma présence. L'horloge aussi me semblait étrangère. Ni anglaise, ni allemande, mais étrangère. Tous les objets de la salle ne venaient de nulle part, ils étaient étrangers. La jeune femme accueillante s'assit devant moi. Je lui demandai d'où venaient ces objets, mais elle aussi était étrangère. Elle parlait une langue qui n'existait pas, comme le vieil homme dans son pays bleu. Je pris enfin congé de la jante demoiselle et continuai ma tournée dans la ville étrangère. Étrangère? La ville était aussi devenue étrangère. Inconcevable traîtrise, odieuse machination. On ne pouvait me laisser ce fardeau sur le dos. Le poids dans mon esprit d'un monde étranger me faisait grimacer. Le metteur en scène fit lever le panneau et les machinistes envahirent la place. Le réalisateur demanda au second: qu'est-ce que c'est que ce louvetein qui frappe à chaque porte du décor et qui entre dans le mur avec ses gravures? C'est le fou d'Hollywood, dit une voix frêle, surgie de nulle part.